Eh ben, bonsoir, hein, super. J'ai 170 ans, à peu près, parce que je suis pas très douée en maths, mais j'ai 170 ans. Et comme Marx, à Mons, j'avais mis 150, et je me suis rendu compte que c'était pas Marx, c'était Freud. Enfin, bon, c'est bien aussi, mais c'est pas l'histoire que je vais vous raconter. Et donc, moi, j'ai appris l'histoire par l'histoire des luttes. J'avais fait une première conférence gesticulée, ça doit être pour ça que ce soir, je me présente devant vous avant mes camarades de stage. Et dans cette première conférence gesticulée, il y a 6 ans, je dénonçais comment le néolibéralisme, le capitalisme, avait tué mon métier. Mon métier, c'était la communication publique. C'est-à-dire que j'avais des clients qui étaient le service public sous plusieurs formes, que ce soit des collectivités locales, des services comme l'hôpital, et on me payait pour aller rencontrer des gens avec des sujets d'intérêt général et voir avec eux ce qu'ils allaient en faire. Et des gens qui étaient concernés par ces sujets. Beaucoup dans le cadre de la rénovation urbaine, hein, dans la ville. Et ce métier, je l'ai fait pendant 30 ans. J'ai eu beaucoup de chance. Et je l'ai fait avec les outils de l'éducation populaire. En réalité, je savais pas que c'en était, moi. Mais c'était de l'éducation populaire, politique. Et j'allais voir les gens là où ils sont, là où ils luttent, là où ils vivent. Et on construisait ensemble des argumentaires, enfin, on prenait la parole à propos de sujets d'intérêt général, et quelquefois ça donnait des argumentaires un peu forts, voire ça créait un rapport de force. Il y avait voilà. Et à l'époque, mais je vous dis, j'ai 170 balais moi. Hein, à l'époque, les pouvoirs publics, ils acceptaient ça, ils avaient envie d'avoir en face des gens qui soient finalement un contre-pouvoir. Et avec l'arrivée de ce qu'on appelle la participation, vous voyez ce que c'est, la participation citoyenne, la participation des habitants, ouais, c'est cool, hein, c'est super parce que c'est génial, quoi. Tout le monde a le pouvoir en fait. Eh bien, avec tout ça, ça a tué mon métier. Pourtant, on y avait cru. Moi, j'y avais cru. Hein, en 81, ça vous dit quelque chose? Début des années 80, c'est l'arrivée du néolibéralisme. Et donc c'est Thatcher, c'est Reagan, et en 81, c'est qui chez nous? Oui, c'est Mitterrand. Et c'est Mitterrand, donc c'est la gauche, enfin la gauche, clairement la gauche. Parce que à partir de là, tout a été fait pour que on nous a dit bah ça y est, la gauche elle est passée, on a gagné quoi, c'est super. Alors maintenant on arrête quand même hein, d'être les uns en face des autres, hein, on va pas se provoquer comme ça, on va construire ensemble. Plus tard, bien plus tard, on a utilisé un vocable un peu différent, c'était co-construire, la co-construction, la production de la ville, qu'est-ce qu'on a dit encore, la cofabrication de la ville, en tout cas dans mon métier, c'était des mots comme ça. Ça, c'était un peu plus tard. Dans les années 80, on le disait pas encore. Et tout ça, nous, on y a cru, sauf que c'était pas fait pour ça du tout. C'était fait pour qu'il y ait plus de conflits, surtout plus de conflits. Et puis, en face, qu'il y ait plus de contre-pouvoir. Alors, mon métier, c'était mort. Et en 2018-2019, j'ai fait une première conférence gesticulée, j'ai pris ma retraite et j'ai continué à militer comme je le faisais dans mon métier, mais ailleurs, c'est-à-dire dans le monde militant, dans le monde associatif. Et c'est là que j'ai pris plein la gueule, en fait, parce que je me suis rendu compte, la gueule de bois, on pourrait dire, si on était un petit peu plus correct, que c'était la même chose, en fait, et que dans le monde militant, je retrouvais exactement les mêmes symptômes que dans le monde du travail, et je retrouvais les mêmes mots, je retrouvais le même vocabulaire, hein, les mêmes méthodes, les mêmes outils néolibéraux qui tuent tout simplement le militantisme. Donc ce soir, je vais vous raconter comment le militantisme est dézingué complètement par les outils néolibéraux et par la culture néolibérale, parce que le néolibéralisme, le capitalisme, c'est pas seulement l'aspect économique, hein, c'est aussi toute une culture, des mots, enfin un langage, et c'est tout ça que je vais vous raconter ce soir. Donc comment tous ces mots, ce langage, mais aussi ces méthodes néolibérales sont entrées, se sont infiltrées dans nos mondes militants, mais aussi je vais vous dire comment on va retrouver la boussole,
grâce à l'analyse historique, critique de l'histoire, et en particulier de notre histoire, de l'histoire des luttes, en partant de bien avant les années 80, avant le néolibéralisme. Voilà, c'est de ça que je vais parler. C'est quoi une lutte victorieuse? C'est quoi un rapport de force? Et puis aussi pourquoi ça me touche autant, que ça marche ou que ça marche pas. Voilà. On va parler de ça ce soir. C'est tout pour l'instant, parce que, alors, il se trouve, c'est incroyable, que c'est un hasard, mais c'est comme ça, que quelqu'un que j'avais déjà rencontré il y a 6 ans pour ma conférence gesticulée numéro 1 nous accueille ce soir. Et donc, elle voulait faire un petit mot, là, un petit discours rapide, hein, puis après, je reprendrai la parole, et je passe la parole donc à mademoiselle Fait ce qu'elle peut. Merci beaucoup Claire, merci. Bon moi je suis très très heureuse de t'accueillir, de vous accueillir. Enfin je ne sais pas, on se connaît quand même depuis un petit moment. Je vous souhaite une merveilleuse soirée, un beau moment de joie partagée, hein, et d'épanouissement personnel bien sûr, mais ça va vous faire monter en comment dire, en audace, mais aussi en compétence, parce que je connais Claire donc depuis 6 ans. Et je peux vous assurer que vous allez apprendre vraiment énormément de choses et vous allez pouvoir ainsi réaliser vos beaux projets. Voilà. Et j'en sais quelque chose parce que quand on s'est connus, c'était il y a 6 ans. Donc moi j'étais conseillère en économie sociale et familiale. À l'époque, j'ai travaillé 5 ans dans le social et je peux vous dire le social. Bon, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc moi j'ai arrêté et mon vrai choix, j'ai choisi mon cœur de métier. Mais comment j'avais pu voilà, j'ai choisi le coaching. Donc j'ai fait une formation longue. Là, je viens de terminer. Je viens d'avoir ma certification. Et donc ma formation ça durait 6 mois, ouais. Et maintenant que j'ai la certification, donc je peux vous assurer que j'ai des outils formidables, quoi. Et ces outils-là, je les mets à votre disposition. Je profite quand même un petit peu du temps que j'ai. Voilà, je travaille en présentiel, mais aussi évidemment en visio. Et voilà, je suis un véritable couteau suisse RH. Voilà. Bon, je vais vous laisser. Je voulais aussi vous dire quand même une chose. Je ne sais pas si c'est exactement pareil que Claire. J'ai aussi une conférence. Je ne sais pas si elle est gesticulée, je sais pas trop. Voilà, mais elle s'appelle Mieux partager ses ressentis et ses besoins. Oui. C'est sur le processus pour prendre vraiment des décisions positives. Et surtout, évidemment, éviter le conflit. Moi, je ne supporte en plus pas du tout le conflit. Donc, je vous laisse là. Merci Claire de m'avoir donné la parole. Et puis, prenez soin de vous. Et puis, je vous souhaite une belle soirée. Au revoir. Alors, comment te dire? Alors, ce soir, ça va pas être tout à fait la même chose que ce que tu viens de faire. Moi, je suis pas trop dans le développement personnel. Je suis plutôt dans le collectif. J'ai rien contre le développement des personnes. Hein, ça me va. Mais non, on va pas tellement aborder les choses sous le même angle, ni probablement dans le même objectif. Moi, je suis plutôt dans le collectif, plutôt dans la lutte des classes, tu vois, plutôt dans les opprimés qui ont besoin de s'unir pour face. Bon, voilà, c'est plutôt comme ça que je suis. Et c'est plutôt comme ça qu'on va voir les choses. Alors, ce que je te propose, c'est d'aller t'asseoir. Et puis, tu écoutes, c'est 1h15, 1h... Si ça t'ennuie, c'est pas bien grave hein, dans ta vie. Et puis, peut-être, ça va te donner des idées. Voilà, assieds-toi. Ce soir, il va être question beaucoup de langue de bois. La langue de bois, c'est important pour nous chez Gesticulant, on est très sensible à ça. Hein, qu'est-ce que c'est que la langue de bois? Il faut savoir un truc déjà, enfin je pense que on le sait, mais on l'a pas formulé forcément. On pense avec des mots. La pensée, c'est avec des mots. Si on n'a pas les mots, on n'a pas la pensée. Si on nous enlève des mots, on peut plus penser. Si on nous met d'autres mots à la place, on pense avec les mots nouveaux. Donc la langue de bois, c'est un outil extraordinaire du pouvoir des dominants pour pouvoir dominer, pour pouvoir mentir,
pour pouvoir embobiner en disant, en rendant des choses, en les faisant passer, en faisant passer la pilule, mais aussi en faisant adhérer parfois. Par exemple, toi tu as dit que tu faisais du coaching. Le coaching, c'est un anglicisme. Il y a plusieurs catégories dans la langue de bois. L'anglicisme, c'en est un assez utilisé. L'anglicisme, c'est en même temps quelque chose qui va faire adhérer parce que c'est moderne, c'est nouveau, ça fait bon voilà, c'est à la mode. On trouve des mots d'anglais dans son téléphone, donc on adhère. Et donc coaching, on peut vaguement le comprendre. Mais si on n'est pas tout le temps sur son téléphone, si on est un peu vieux par exemple, si on parle pas anglais du tout, eh ben on est exclu. Donc c'est des mots qui excluent aussi. C'est des mots qui font adhérer ou qui peuvent exclure. Et puis c'est des mots qui ont été mis à la place d'autres mots. Qu'est-ce qu'on disait avant? Plan de sauvegarde de l'emploi. Vous connaissez ça? Eh ben, qu'est-ce qu'on disait avant? Ou qu'est-ce qu'on devrait dire? Bah oui, plutôt licenciement massif même. Bon, voilà, donc ça a du sens, tout a du sens, et cette langue-là, elle est vraiment d'actualité. J'y reviendrai au fur et à mesure. Les anglicismes, c'est rigolo. J'ai un bouquin chez moi et sur la couverture, il y a un bonhomme et puis un autre bonhomme. Là, puis celui-là, il dit, on dit plus emballage, on dit packaging. Et l'autre, il lui dit, j'en ai rien à branling. Voilà, moi j'aime bien. Voilà. Ça, c'était les anglicismes. Mais quelquefois, on les utilise, on sait pas pourquoi on le fait. Et alors, dernièrement, pour moi, c'est incroyable. La Fondation Abbé Pierre a dû changer de nom. Comme vous le savez peut-être, il y a eu des petits soucis. Donc, elle a cherché un nouveau nom. Et vous savez comment elle s'appelle maintenant? La Fondation pour le logement des défavorisés. Et c'est quoi des défavorisés? C'est des mecs qui n'ont pas eu de bol. Des gens qui n'ont pas eu de bol. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça? La Fondation Abbé Pierre, et vous allez comprendre pourquoi, c'est une association qui tous les ans publie un rapport sur la pauvreté qui est essentiel, qui est très très bien fait, qui est bien étayé avec des arguments politiques puissants. Mais pourquoi est-ce qu'elle a mis défavorisés? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis des délogés, des gens qui vivent dehors, des victimes de marchands de sommeil, des victimes, etc. Non, ils ont mis. Pourquoi le logement pour tous? Enfin, j'en sais rien, mais voilà. Donc ça, c'est, il y a des glissements comme ça de langage qui nous arrivent aussi dans nos propres organisations. Et pour la Fondation Abbé Pierre, c'est vraiment dommage. Alors ça me fait une transition vers mes propres engagements. Comme j'ai travaillé longtemps au service de la politique de la ville, la rénovation urbaine, bref la ville, j'ai choisi d'avoir des engagements dans ce domaine-là et je continue d'ailleurs à les avoir. Et puis par ailleurs, je suis engagée dans le mouvement des gesticulants. C'est depuis ma retraite. Et en ce qui concerne ce qui est la lutte pour le droit au logement et le droit à la ville, quand je suis arrivée, donc voilà, je suis lorraine, j'ai oublié de vous dire, je suis lorraine, j'ai vécu presque toute ma vie en Lorraine, et puis il y a 15 ans, j'ai déménagé à Marseille. Et quand je suis arrivée à Marseille, dès le lendemain, c'est un hasard du calendrier, j'ai été invitée à un colloque sur la participation habitante dans le cadre de la politique de la ville et de la rénovation urbaine. Et donc j'y suis allée, d'autant que je connaissais personne et qu'il fallait que je trouve du boulot, moi. Donc et puis dans la salle, il y avait des vieux. Et quand ils parlaient sur la scène là, tout le monde était comme ça, assez affolé, parce que tout ce qu'ils disaient était argumenté, étayé, professionnel et très très militant. Et franchement, ils avaient des arguments géniaux. Donc je me dis, mais c'est qui ces vieux là? Donc aux pauses, je vais les rencontrer. Et ils m'expliquent qu'ils ont créé une association. Je vous raconte, parce que quand on est vieux comme ça, il y a besoin de s'asseoir. Ils ont créé une association au début des années 2000
parce que à Marseille, il y a beaucoup de pauvres qui vivent au centre-ville. C'est une des seules grandes métropoles européennes, en tout cas, à avoir encore des gens pauvres qui n'ont pas été foutus dans les périphéries, si vous voulez, et qui ont pu rester à force de combat au centre de la ville. Et là, quand on est au Vieux-Port, si vous connaissez Marseille un petit peu, il y a une rue qui s'appelle la rue de la République et qui est une rue haussmannienne, c'est-à-dire que ça ressemble à Paris, mais c'est de la foutaise parce qu'en fait personne n'est intéressé par ça à Marseille. Bon, on a fait une rue haussmannienne où normalement les riches étaient censés venir, j'imagine. Ça n'a jamais marché, ça marche toujours pas d'ailleurs. Hein. Et donc ont habité là des pauvres. Il y a eu du logement social de construit, enfin de poser là plutôt. Et puis voilà. Et en 2000, ces pauvres se voient menacés par des gens assez louches qui sont là au service de la finance, je dirais grosso modo, pour résumer, et de promoteurs qui veulent faire une grosse affaire sur la rue de la République. Donc ça devient très très méchant, on vient couper les conduites de gaz, enfin bon, ça devient vraiment affreux. Ils se mettent ensemble et ils vont voir ces vieux militants que j'ai rencontrés, qui étaient un peu plus jeunes, et qui sont des professionnels de l'urbanisme, qui sont des gens qui sont des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires d'État, des anciens fonctionnaires, hauts fonctionnaires d'État, des anciens directeurs de l'urbanisme, des architectes, des gens qui pourraient être moi, mais bon, j'étais pas encore arrivée, s'occupent de communication publique, etc. Et ils leur disent, bah voilà, nous on en est là, on veut nous foutre dehors, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc ils se sont mis, ces professionnels là de la ville, ils se sont mis ensemble et ils ont créé l'association dans laquelle je suis maintenant, encore, toujours. Et ils ont pris des avocats, ils ont travaillé la lutte aux côtés de ceux qui étaient concernés. Et j'ai trouvé que c'était super, quoi, parce que cette lutte, elle est arrivée à ses fins. Et en 2005, tout le monde avait gagné et les gens vivent toujours rue de la République. Donc ça, c'est une lutte importante à Marseille, très importante à Marseille. Et cette association, moi, j'ai trouvé que ça valait le coup peut-être d'entrer dedans. En plus, ils avaient, dans leur façon de me raconter l'histoire de la rue de la République, ils avaient une manière de faire, ils avaient une manière d'être qui me rappelait des luttes que j'ai connues dans ma Lorraine. Et je pensais qu'ils avaient vraiment une assise historique des luttes, quelque chose comme ça que je pressentais, mais je les connaissais pas du tout. Alors je suis allée regarder sur Internet, j'avais le temps en plus parce que j'avais pas de boulot, donc. Et j'ai cherché, j'ai fouillé. Qui c'est ces vieux bonhommes? Ça peut pas être des résistants, ils sont pas assez vieux. Pourtant ils ont des méthodes particulières, ils ont des façons d'aller chercher des infos, voilà, dans la machine publique. Et d'ailleurs de préserver leurs sources pour s'en servir et avoir des arguments pour défendre les quartiers populaires et puis par exemple la rue de la République. Mais c'est qui, bon sang, ces gens? Et je trouve parce que au moins pour 3 d'entre eux, ce sont des gens qui ont été des porteurs de valises pendant la guerre d'Algérie. Ils ont alors les porteurs de valises, je sais pas, ce sont des gens qui, des Français, des jeunes Français souvent, qui ont fait passer au FLN, donc au Front de Libération de l'Algérie occupée par la France coloniale, des informations, du fric, des papiers, etc. Donc c'est quand même assez fort, quoi. Ça m'a beaucoup touchée. Puis ça m'a rappelé des luttes que moi j'ai connues quand j'étais jeune. Alors moyennement jeune, j'ai 170 ans, hein, c'est sûr, mais en 1979, dans ma région. Ma région, il y avait une mono-industrie, c'était la sidérurgie, et elle était en train de crever. Moi, j'étais étudiante à l'époque, et dans tous les sites, les grands sites de sidérurgie, bon, elle est morte, hein, ma région, hein, clairement. Hein. Il y avait la sidérurgie et le charbon. Le charbon, je connais moins, mais la sidé, je connais. Et donc je devais avoir, j'avais 19 ans, j'arrive pas bien à calculer, je suis pas bonne, mais en début 1979,
la CGT décide de payer des journalistes de la télévision et de la radio pour animer, pour créer une radio pirate pour la défense des sidérurgistes lorrains. Et arrivent là, pareil, quoi, des professionnels, c'est pas le même type de professionnels, mais au service d'une cause. Et ce sont vraiment des gens extraordinaires. Cette radio pirate, parce qu'il faut se souvenir qu'en 79, la radio c'est un monopole d'État. Il n'y a pas du tout encore de radio, de radio, comment on dit, libre. Mais bien après. Et donc cette radio s'est appelée Lorraine Cœur d'Acier. Peut-être vous avez entendu parler, notamment s'il y a des gens d'ici, peut-être, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Lorraine Cœur d'Acier. Et elle devait durer 3 semaines jusqu'à une manif énorme qui a eu lieu à Paris, et elle a duré 1 an et demi. On a eu notre grosse manif à Paris, nous, on était 1 million dans les rues de Paris. Hein, vous aviez les sidérurgistes, vous aviez tous ceux qui soutenaient, les bus et les trains, ils étaient gratuits, la CGT, elle avait fait ce qu'il fallait, quoi. On est tous montés à Paris, et c'était énorme. Et vous, dans le Larzac, l'année d'avant aussi, vous avez eu votre montée à Paris. Et puis les LIP, que je connais un petit peu plus parce que c'est plus dans mon coin, eux c'était encore un peu avant. Mais j'ai suivi les LIP plus que le Larzac, c'est vrai, je connais moins ce qui s'est passé ici, dans le détail, que ce qui a pu se passer dans ma région ou chez LIP. C'est la même période. Et c'est une période où, vous voyez, on faisait pas trop de la co-construction, non, c'était pas trop dans le... Voilà. Et cette radio-là, c'est dingue parce qu'elle a été créée, elle a existé 1 an et demi, alors que on savait que c'était mort. On savait que la CD, elle était foutue, elle était bradée, enfin, et qu'on allait fermer des sites. Et ça a quand même fonctionné parce que ça a permis à des gens de venir prendre la parole en public. On disait tout à l'heure, une conférence gesticulée, c'est une prise de parole politique publique. Et ben là, c'était ça. C'était la première fois que des tas de gens pouvaient prendre la parole, et ça fonctionnait presque nuit et jour. Ça émettait partout. Moi, je l'entendais chez moi. Enfin bon. Et pendant 1 an et demi, des femmes aussi ont pris la parole. J'ai des souvenirs de femmes qui sont interviewées par les journalistes là de la radio et qui gueulent dans le téléphone. Elles sont interviewées par téléphone parce qu'en fait elles n'arrivent pas à poser leur voix. Elles n'ont jamais parlé en public. Elles racontent leurs accouchements. Et tous les problèmes qu'elles ont pu rencontrer. C'est des femmes de sidérurgistes ou bien aussi des ouvriers algériens qui émettent depuis cette radio et qui parlent en arabe. C'est la première fois que en France il y a des gens qui parlent arabe sur un média. Enfin voilà. Donc c'est très 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 fort. Et je voudrais juste vous lire un tout petit truc. Donc ça c'est un livret. Je ne sais pas si on arrive à le trouver avec tous les DVD, enfin les CD plutôt. Il y a un DVD. Et ça s'appelle un morceau de chiffon rouge parce que quand on est monté à Paris à la manif, non, c'est surtout que avant la manif. Chaque fois qu'il y avait, je sais pas moi, le gars qui s'occupait de la radio, qui avait envie de pisser, il fallait qu'il sorte, et il mettait un morceau de chiffon rouge. Vous connaissez la chanson de Fugain, qui venait de l'écrire. Un morceau de chiffon rouge, non. Et donc tout le monde la chantait, et quand on est arrivé à Paris, t'as 1 million de personnes qui chantent le chiffon rouge. Donc c'est sûr que elle a été connue comme ça. Et là, juste un petit passage. La radio de la lutte. La lutte contre la monstrueuse broyeuse conduite par Reagan, Thatcher et un peu plus tard en France par un gouvernement socialiste qui allait détruire des millions d'emplois et des millions de vies dans le monde industriel au profit de la finance et des actionnaires. À Paris, le 23 mars 79, Giscard d'Estaing envoyait ses CRS cogner sur les 150 000 manifestants. Ouais, enfin bon, 1 million. Il est pas... Radio Lorraine Cœur d'Acier était prévue pour 3 semaines, mais l'expérience s'est prolongée pendant 1 an et demi. Antenne placée sur le clocher de l'église, tocsin qui sonnait à chaque menace d'évacuation par les CRS, habitants qui rappliquaient aussitôt pour protéger la radio. Moi, j'ai fait partie de ces gens. J'habitais pas Longwy, c'est à Longwy que ça se passe, mais on y allait et à chaque fois on était des centaines et donc ils pouvaient rien faire.
Au-delà de la lutte contre la liquidation de la sidérurgie en France, les luttes ne se limitent jamais aux seuls objectifs proclamés. Elles ouvrent d'autres horizons à ceux qui y participent. Ces voix qui prennent la parole, apprennent à dégonfler des baudruches médiatiques, apprennent à déjouer la propagande politique, apprennent à débattre, apprennent à construire leur propre opinion, prennent conscience de leur propre existence en se réappropriant peu à peu le territoire de la parole. La radio est un moyen unique pour faire ça. Daniel Mermet, octobre 2011. Eh ben ça, je savais pas que c'en était, mais c'est vraiment de l'éducation populaire. C'est des gens qui ont appris, comme le dit Mermet, des tas de choses grâce à cette radio. Et c'est tellement fort ce qu'ils ont pu créer que, alors je sais pas combien d'années on est après, mais quand on les interviewe, ils se souviennent parfaitement de tout. Ils ont la mémoire de cette lutte-là, alors que c'est quand même douloureux aussi. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils s'en souviennent, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils l'ont parfaitement. La mémoire des luttes, elle est passée aussi à leurs enfants et elle est toujours présente en Lorraine. Ça va? Vache. C'est fort, hein? En fait, l'éducation populaire, il n'y a que ça de vrai. Parce que c'est ça qui permet de comprendre, d'analyser la société, les fonctionnements, les inégalités, les privilèges, bref, les rapports sociaux. Et puis, ça permet de savoir où on se situe là-dedans. Et du coup, quand on sait, on sait mieux aller à la bataille. Et ça crée des mouvements, mais des mouvements extraordinaires. Le dernier que j'ai connu, moi, je crois que c'est même le dernier pour l'instant, on verra, c'est les Gilets jaunes. Quand il y a eu les Gilets jaunes, moi j'avais déjà ma première conférence gesticulée, donc j'ai joué sur des ronds-points, les Gilets jaunes, et je suis allée à Draguignan, enfin celui de Draguignan, il était très particulier, parce que ils avaient construit, c'était des artistes les gars, ils avaient construit une grande tour Eiffel en palette, et puis aussi un arc de triomphe, enfin moi ils avaient reproduit Paris, mais sur le rond-point, à la sortie de l'autoroute. Et il faisait une chaleur à crever. Et donc j'étais un tout petit peu sous les pieds de la tour Eiffel pour me protéger du soleil. Et ils crevaient tous de chaud là devant. Et derrière moi, vraiment sous les pieds, il y avait une grande table. Et il y avait 8 types comme ça, qui étaient en train de dépioter les résultats d'une enquête qu'ils avaient faite. Eux, ils étaient, comment on appelait ça, les constituants. Voilà, ils refusaient la Constitution. En fait, les gars, ils étaient en train de bosser, ils pouvaient pas regarder ma conf, ils avaient du taf. Et donc, ils regardaient ce qu'ils avaient. Puis j'entendais derrière moi, ouais, mais comment pour passer à la 6e République? Comment on fait pour arrêter d'avoir un président de la République? C'était, voilà, c'est ça l'éducation populaire. Et ce mouvement-là, il a été au top de ça. C'est très très précieux. S'en souvenir. Donc, cette digression me ramène à mon association. Moi, je trouve qu'il y a des points communs. On voit bien qu'il y a un socle politique, qu'il y a un socle historique, que c'est appuyé sur des luttes qu'ils ont connues, que c'est appuyé sur des luttes anciennes que moi j'ai pas connues, mais eux ils ont connues, tout ça. En plus, ils sont très très cultivés, enfin sur le sujet de la rénovation urbaine et tout ce qui concerne l'habitat insalubre. J'adhère et je deviens trésorière de l'association et puis je suis restée trésorière de l'association. En plus, sur le site internet, je trouve des trucs mais géniaux. C'est un peu bordélique, mais bon, il y a plein d'articles. Il y a leur propre position, enfin ce qu'ils ont fait. Il y a des films. C'est très précieux pour les étudiants qui veulent bosser sur la rénovation urbaine. C'est aussi précieux pour les luttes parce que là-dedans on peut puiser. Vous voyez, voilà. Bon. Ça, c'était génial. Donc, c'était mon arrivée à Marseille. Cool. Les années passent et on arrive à 2018
le 5 novembre 2018, à Marseille, 2 immeubles s'effondrent, s'écroulent, s'écrasent sur leurs habitants, rue d'Aubagne, tuant les habitants. Vous avez dû en entendre parler, je pense. Et c'est un drame pour toute la ville, parce que ça concerne aussi bien, dans les habitants, il y avait des étudiants qui habitaient à Marseille parce qu'ils font leurs études là, aussi bien que des gens qui, plus pauvres peut-être. Bref, ça concerne tous les milieux. Donc toute la ville est en émoi, toute la ville est complètement traumatisée en fait, d'autant qu'on va s'apercevoir de l'horreur dans laquelle la municipalité nous laisse. Et nous sommes tous des enfants de Marseille. Nous sommes tous des enfants de Marseille, vous pouvez le dire. Hein. Donc c'est beaucoup d'émotions. Il y a des manifestations, plutôt des marches, où il y a d'abord les familles des victimes et puis des milliers de personnes derrière, soudées, comme une espèce de grand corps. C'est ça aussi les luttes, hein. C'est physique. Tout le monde est là. Et ça donne que, en fait, on apprend très rapidement que la municipalité, elle n'a jamais rien fait pour savoir l'état des bâtiments. Jamais. Il y a un service comment on appelle ça, des périls. Il y a 3 personnes. Ils n'ont jamais recensé quoi que ce soit. Quand il y a des appels, c'est ce qu'elle dit. Hein. Elle dit dans la chanson Marseille, centre effondré, notre ville en pleurs, prévisible. Combien d'alertes ignorées. Mairie mafieuse en rigolait. Elle a laissé crever nos bâtiments, chasser le centre de ses habitants. Les toits des écoles s'écroulent. Donnez l'alerte vaine. Des millions d'euros pour détruire la plaine, les fissures s'aggravent, même les bâtiments craquent. On savait, en fait, on savait. Et au fait, c'est pas de la langue de bois, hein. Vous avez remarqué. On savait, et rien n'a été fait. Donc on découvre à ce moment-là les centaines de bâtiments qui sont dans le même état. Donc il y a des évacuations par centaines, des milliers de personnes qui sont évacuées, et rien n'est prévu pour le relogement, rien. C'est une ville, mais c'est incroyable, quoi. À l'époque, le maire s'appelait Gaudin, et il a dit que c'était la pluie. C'était la pluie qui avait fait ça. Alors non, c'était pas la pluie. Hein, c'était une gestion politique, c'était un choix politique de laisser tout ça s'écrouler sur les gens et de dégager les pauvres du centre-ville pour qu'ils aillent, ça on s'en fout, qu'ils crèvent dessous, mais qu'on puisse faire venir enfin des gens convenables. Vous voyez, ça s'appelle la gentrification. Donc tous les gens dans des collectifs divers, très très divers, se réunissent. On crée une espèce de collectif des collectifs, et on a derrière, on a des dizaines, des milliers de personnes. En tout cas, le rapport de force là, il est puissant. Et on rencontre les pouvoirs publics et on dit pas possible de continuer comme ça. On va écrire une charte de relogement. On va écrire aussi comment on veut qu'elle soit appliquée. Et tu vas faire ce qu'on te dit. Donc on y arrive parce que derrière il y a du monde. Et encore une fois, on n'est pas dans de la co-construction ni de faire du réseau avec les pouvoirs publics. Non, là ils sont tous derrière et nous on leur dit ce qu'il faut faire. Donc la charte de relogement est toujours en cours, elle existe toujours. En plus, ça crée un précédent dans plein d'autres villes, donc c'est vraiment intéressant. Il y a des commissions de suivi des relogements. Il y a des gens, plus en souterrain chez nous, qui étudient où sont les personnes, où est-ce qu'on va les reloger, quel est le propriétaire qui a refait son immeuble et tout. Voilà, c'est vraiment une lutte très puissante. Et puis à partir de là, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe à Marseille. On est en 2019, c'était en novembre 2018, et on crée les États généraux de Marseille. On se réunit et donc c'est un énorme truc.
moi je joue ma conférence, j'ai plein de monde, bon c'est vraiment fort. Il y a des gens qui prennent des notes parce qu'il y a les élections municipales l'année d'après, donc ils viennent voir tous les gens de la gauche, là ils viennent écouter ce qui se passe. Les gens des luttes passées apprennent aux gens des luttes en cours. Par exemple, les Fralib, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui ont été en lutte, ils faisaient du thé, dégueulasse d'ailleurs, enfin du thé Lipton et éléphant, et du jour au lendemain, ils ont vu des machines partir, ils ont fermé la boutique et ils ont gardé combien j'ai dit 1336 jours leur outil de travail, jusqu'à ce qu'ils puissent reprendre cet outil de travail. Ils ont créé une scope qui s'appelle Scopti. Ils font un thé un peu moins dégueulasse et ils sont toujours là. Donc eux, ils apprennent aux autres comment vous allez pouvoir faire et tout. Il y a les gens de McDo dans les quartiers nord qui ont été virés de McDo, mais il y a encore la clé. Ils vont créer un truc qui s'appelle l'après-M, après McDo, qui est toujours en plein. Enfin bon, voilà, je vous passe. C'est très très joyeux, c'est très heureux. Gaudin, t'es foutu, tout Marseille est dans la rue. Donc l'année d'après, il n'y est plus. Et c'est la gauche qui passe le printemps marseillais, enfin la go-gauche quand même. La go-gauche. Mais on est content. Et du coup, chez nous, dans l'asso, il y a des nouveaux militants qui arrivent. Ça a vraiment créé comme ça une envie. On a des jeunes qui arrivent, des moins jeunes, enfin ça dépend, mais on les a tous rencontrés au moment de cette lutte-là. On est content, d'abord parce qu'on est un peu vieux, moi notamment, 170 ans, puis il y en a des encore plus vieux, il y en a qui sont morts carrément, enfin bon, voilà, donc on est content de les voir arriver. Alors ils sont curieux quand même, ces nouveaux-là. Ils disent, moi j'écoute, puis je suis contente qu'ils sont là. Puis moi je suis la trésorière, donc les cotisations. Donc ils disent, moi je suis de la mouvance, moi je suis de la mouvance de l'éduc-pop. Alors je me dis, c'est bizarre, mouvance, il fait de l'éducation populaire ou bon, enfin, ok. Et puis il y en a d'autres qui disent, moi je suis pour les idéaux de l'éducation populaire. Là on le dit en entier parce que c'est mieux. Alors bon, d'accord. Aucun ne dit vraiment qu'il est anticapitaliste, par exemple. Bon, c'est rare en tout cas, et ils sont très discrets, disons, sur ça. Et puis ils s'y connaissent super bien dans les outils numériques. Donc nous, c'est vrai qu'on est un peu des billes. Bon, enfin, il est là le site, mais donc on est content de les voir arriver pour ça. Ils disent qu'ils savent animer des réunions. Ils ont des techniques et tout, super, génial. Et surtout, ils sont pour l'innovation. L'innovation, il va falloir innover, et notamment dans nos pratiques militantes. Innover, pratiques militantes, d'accord. Et il y a juste innover, moi ça me reste un peu là, parce que innover, j'ai déjà entendu dans mon métier, et donc il y a quelque chose qui commence à se réveiller en moi. Innover, si tu innoves, pourquoi tu innoves? Tu innoves je sais que dans le monde du travail, quand on innove, tout ce qu'il y a eu avant, on s'en souvient pas. On oublie ce qu'il y a eu avant, on va faire un truc et du passé faisant table rase. Bon, je me dis, c'est peut-être pas ça qu'ils veulent dire, et puis moi je rentre les cotisations, donc ça se passe assez bien. Et puis, à un moment, parce qu'ils sont assez cultivés, hein, ils ont fait des études, moi pas, donc, enfin aussi peu que pas, quoi. Et il y en a qui sont sociologues, il y en a qui ils ont fait de la conduite de projet. Ils sont coach comme ma nouvelle copine, coach associatif, ils sont dans le socio-culturel, certains viennent de partis politiques, plutôt du PS, bon, d'accord, et puis ils ont fait des études. Et il y en a qui ont fait des études de sociaux, et à un moment, il y en a un qui dit, un camarade formidable, et il dit, moi je suis marginal séquent. Alors, je le connais, en plus, puis je l'aime beaucoup. C'est quelqu'un avec qui j'ai bossé, en plus, moi, marginal séquent. Alors, marginal séquent, qu'est-ce que c'est? Et comme je suis pas douée parce que j'ai pas fait d'études, j'ai des antisèches. Donc, un marginal séquent, c'est quelqu'un qui est partie prenante dans plusieurs systèmes d'action, en relation les uns avec les autres, et qui peut, du coup,
jouer un rôle indispensable d'intermédiaire et d'interprète entre des logiques d'action différentes. Alors, je vous le fais à la claire, si je comprends bien, puis je crois que je comprends bien. Là, tu as une patate. C'est par exemple un monde militant X. Là, c'est une autre patate, puis là, tu as une troisième patate, avec des militants là, des militants là, des militants là. Et le marginal séquent, il est là. Il est là, mais il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Il est là, puis il est comme ça. Et oui, parce qu'il est indispensable, et en plus, il est traducteur. Parce qu'on n'est pas capable de dire nous-mêmes nos trucs, tu vois. Alors, ça commence un peu à m'irriter, mais vous avez compris que je suis un peu rapia. Excusez-moi, je m'organise. Parce que on est mardi, et c'est le jour de la réunion de mon asso, et il est 6 heures, j'ai fait, c'est chez moi en fait que ça va se passer, parce que on va accueillir justement le camarade formidable, que je connais bien, c'est un ami maintenant quand même, et puis je voulais que ça se passe bien, donc j'ai fait chez moi, quoi. Alors j'ai préparé une tarte au maroilles et aux poires, tu mets du cumin dessus, c'est super bon. Enfin bon, voilà, ça pue, les gens connaissent pas trop, ça pue un peu, mais bon, j'avais aéré. Et puis j'avais mis au bout de la table, j'avais mis une rallonge parce qu'il faut qu'il ait son ordinateur. Et donc il arrive, tout le monde arrive, et tout le monde s'installe. Et puis camarade formidable. Ah les amis, mes amis, mes amis. Je suis vraiment très heureux d'être là ce soir avec vous. Vous avez beaucoup, beaucoup compté dans ma formation politique. Déjà, la différence d'âge fait que j'écoute un peu ce que vous dites. J'ai même regardé votre site à plusieurs reprises. Bon, le site, un peu caduc, le site, il faut le dire. Mais vous avez beaucoup compté parce que moi, je viens de la mouvance de l'Éduc-Pop. Et vraiment, bon, je vois bien quoi que c'est fort aussi chez vous. Comment ? Oui, je viens aussi du Parti socialiste, mais non, vraiment, ce qui compte, c'est Léo Lagrange, voilà, vous voyez, l'Éduc-Pop, quoi. Alors voilà, merci beaucoup Claire de m'avoir proposé de venir, et je fais donc 2 propositions à l'assaut, si vous êtes OK. La première concerne le site internet, parce que bon, voilà. Il est un peu, il vous ressemble, quoi. Enfin, je veux dire, il n'est pas encore. Et donc, je vais m'en occuper parce que je sais que c'est pas votre tasse de thé. Je vais m'en occuper. Et puis moi, j'ai beaucoup de réseaux, donc je suis un peu marginal séquent, donc dans le numérique, je connais du monde. Et puis, je vous propose de m'en occuper complètement, c'est-à-dire que je vais changer l'hébergeur. Je vais prendre un nouvel hébergeur. Et je vais payer l'hébergeur du site chaque année. Et puis, en échange de quoi, on s'est mis d'accord avec la trésorière. Je vais pas payer ma cotisation. Bon, voilà, ça équilibre. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ok. Et puis, voilà. Alors, juste je reprends la parole, les copains, parce que je le connais depuis plusieurs années. Il ne dort pas, le gars, et il est super fortiche, quoi. Donc, il va nous faire ça. Il va nous faire ça bien, quoi. Et alors là, il va vous parler aussi d'un autre truc qu'il va mettre en place. C'est pour les comptes rendus qui nous font tellement chier. C'est lui qui va les faire avec le mind mapping. Le mind mapping, donc je suis obligée de regarder. Alors, attendez, parce que moi, j'essaie de pas dire de bêtises. Une mind map est une représentation visuelle non linéaire permettant d'ordonner de manière intuitive des idées, des tâches, des mots, des concepts interconnectés autour d'un sujet central. Une mind map est capable de transformer une longue liste rébarbative en une image graphique vivante et attrayante, bien organisée et facilement mémorisable. Voilà, j'ai été obligée de le noter, pardon, mais... Oui, merci Claire, bon... Elle a toujours pas trop compris ce qu'elle dit, mais c'est pas tellement grave. Moi, ce que je propose, donc je vais mapper la réunion.
Et puis, bon, ben, ça fera le compte rendu, et je l'enverrai, hein, je ferai un PDF, et puis je l'envoie à tout le monde, ceux qui étaient là, ceux qui n'étaient pas là. Ça vous va? Tout le monde est content? Comment? Quand est-ce qu'on bosse? Ah oui, pardon. Et donc, la réunion se déroule, et à la fin, le camarade formidable nous montre donc le compte rendu de la réunion. Et voilà ce que ça donne. C'est pas grave au fond si vous voyez pas, parce que de toute façon c'est incompréhensible. C'est-à-dire que vous avez des petits mots clés comme ça en arborescence, qui sont ses propres mots clés, et quelqu'un qui n'est pas venu à la réunion, il reçoit ça. On ne sait pas qui a parlé, on ne sait pas ce qui a été échangé, on ne sait pas la teneur des échanges. On est quand même dans une association assez politique. On ne sait rien, en fait. On n'a pas les décisions. Hein, un relevé de décision, il n'y a rien du tout là-dessus. Donc voilà, cet outil, d'où vient-il? Qu'est-ce qu'il vient foutre là? Qu'est-ce qu'il vient foutre dans nos mondes militants? Et je pense que ça partait d'un bon sentiment. C'est quelqu'un qui a appris ça dans le monde du management, clairement. Hein. Ça vient, c'est néolibéral à outrance, et qui a appris à gérer ses propres façons de faire. Il y a des gens, peut-être même ici, qui utilisent le mind mapping pour eux. Hein, grand bien leur face. Encore une fois, je n'ai rien contre ni le développement personnel, ni le mind mapping pour soi tout seul. Ceci dit, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc là, ça commence à m'escagasser puis à me faire peur en plus. Puis je suis un peu humiliée. Mais bon, je dis rien. Le temps passe. Le temps passe et ça va se gâter. Mais pour l'instant, le temps passe. Dans l'association, chaque fois qu'on a une réunion, on a ces nouveaux venus qui disent que comment on dit déjà, la gouvernance de l'association, même gouvernance partagée, on dit, hein, je crois des fois quand ce serait bien qu'elle soit partagée. Alors elle serait pas partagée, elle n'est pas démocratique et tout. Donc pourquoi pas. Sauf qu'à chaque réunion, je vous rappelle qu'on a des millions des centaines de personnes qui sont délogées. Et nous, on s'occupe de ça. C'est quand même le but de l'asso, c'est de lutter pour que les gens aient un logement, etc. Donc on se met d'accord parce qu'on s'engueule à chaque fois, quoi, pour que les réunions se passent sur le fond, quoi, c'est-à-dire comment on va faire pour reloger des gens, comment on fait pour que tous les pauvres puissent rester au centre-ville, etc. Et on va faire un séminaire. Donc on fait un séminaire de 2 jours sur le fonctionnement démocratique, enfin non démocratique du coup, de notre association. Et ce séminaire est préparé par le camarade formidable et par sa copine, là, enfin une copine qui est arrivée, qui s'appelle Belle Journée. Et qui donc prépare ce truc. Et 2 jours. Alors au début, ça commence comme ça. Je vais pas tout vous faire. Hein. Camarade formidable. Ouais. Là comme ça, c'est plus simple. Surtout qu'ils sont plusieurs. Alors, je suis vraiment content que vous soyez là. Et puis vous êtes tous là, donc c'est très bien, c'est très bien. Alors je vous préviens. Ça va gratter, parce qu'avec Belle Journée, on a invité des gens extérieurs à l'association. Mais on a pensé qu'ils étaient aussi dans la mouvance de l'Éduc-Pop et qu'ils étaient dans une sorte de militance proche de la nôtre. Et puis bon, voilà, il faut sortir de sa zone de confort. Et c'est ça l'intelligence collective, vous voyez ? Alors, je vais passer tout de suite la parole à Fait ce qu'elle peut, parce qu'elle va animer cette première matinée. Et hop, c'est parti. Alors, oui, bonjour Claire, je suis contente de te revoir. Comme vous le savez, donc j'ai ce nouveau métier, et puis aussi je sais animer un peu des temps comme ça, donc je vous demande de tous vous lever, voilà, levez-vous. Et ce qu'on va faire pendant 45 minutes environ, vous allez aller les uns vers les autres et vous allez dire qui vous êtes. Hein. Et alors je ne vous en dis pas plus. Allez-y, quoi, laissez-vous. Alors, salut Catherine. Moi c'est Claire.
Bon, bah, Jean-Marc, sourd clair, quoi. Ok, 45 minutes. Alors maintenant, on va un petit peu faire autrement. Alors, je vais mettre à votre disposition des post-it de toutes les couleurs, et selon ce qui sort vraiment, quand vous sentez que vous avez besoin d'exprimer votre personnalité, vous le faites sur le post-it, et c'est ça, ensuite on va co-construire à partir de nos personnalités et voilà. Alors, vous faites ça, et en même temps vous répondez à la deuxième question qui est d'où je viens. D'où je viens. D'où je viens. Allez, c'est parti. Bah, salut, moi je viens de Nancy, mais là j'habite à Marseille. En fait on le sait parce que ça fait quand même 12 ans que je suis dans l'assaut, quoi. Salut, moi je suis fin de la matinée. Je commence à avoir un peu les boules. Oui, alors, donc merci beaucoup. Belle journée. Vous vous demandez pourquoi on vous a fait faire ça ce matin quand même, hein. C'est pas habituel, hein, dans l'association, ça c'est sûr, hein. Eh ben c'est parce que on voudrait vraiment, hein, avec camarades formidables, on voudrait passer à un autre mode de fonctionnement, quoi. Vraiment un fonctionnement, voilà, qui s'appelle la sociocratie. Et cet après-midi, tout cet après-midi sera consacré à la sociocratie. Je vais vous faire un topo sur la sociocratie. Et puis après, on verra comment demain on envisage de la mettre en œuvre dans l'asso. Alors moi, comme je connais pas à chaque fois, il faut que j'ai la définition. La sociocratie, c'est une méthode de gouvernance pour les prises de décision avec des boucles de rétroaction. Elle est basée sur le consentement. Ah, le consentement. Elle est basée sur le consentement. Là, au moins, on est sûr qu'il n'y aura pas de conflit. Avec des cercles interreliés qui vont donc sûrement dans les boucles de rétroaction. Et une vision du futur merveilleux, une espèce d'enchantement, avec une mission. Donc, on a une mission pour... voilà, puis des outils comme... l'élection sans candidat et des choses comme ça que peut-être vous connaissez vous, que moi je ne connaissais pas. C'est le soir, on va au lit, on retourne le lendemain, ça recommence. Alors j'espère que vous avez bien dormi avec tout ça, ça remue, hein, ça remue. Eh ce qu'on va vous proposer ce matin, alors déjà ce matin, on va laisser la parole tout de suite à camarade formidable, un autre, parce qu'il doit partir juste après, donc je lui passe la parole. Bonjour, je suis camarade formidable, je suis vice-président de la métropole en charge de l'éducation populaire. Ça fait très longtemps que je suis dans la mouvance de l'éduc-pop. Moi, j'aime énormément, c'est très important, puis moi ça m'aide à faire passer des messages, hein, à faire passer des messages, à animer des temps, à construire les loisirs, voyez. Enfin bref, le Front populaire, quoi, Léo Lagrange, 36, tout ça à réinventer. Depuis qu'on a été élu, on s'est associé à des professionnels de l'éducation populaire pour proposer maintenant des colonies de vacances, des centres aérés, des temps à la cantine, à des prix, mais ras des pâquerettes, quoi. Donc on est vraiment très très fiers, d'autant plus qu'il faut savoir que nous sommes, pour ainsi dire, la seule métropole mondiale à avoir un élu à l'éducation populaire. Donc je vais vous laisser travailler aujourd'hui, je vous laisse. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Alors non, tu vas pas te barrer comme ça, parce que moi j'en peux plus en fait. Tu vas pas te barrer comme ça. Barre-toi si tu te barres. Mais quand même, mais qu'est-ce qu'il raconte, quoi? Qu'est-ce qu'il raconte, le gars? L'éducation populaire, c'est pas ça du tout. Ça va pas être de proposer des prix ras des pâquerettes pour des animations ou pour animer des réunions ou pour faire passer des messages. Vous avez bien vu, je vous ai dit ce que c'est que l'éducation populaire. Et puis c'est quoi l'idée de 36 qui serait les loisirs? Mais c'est pas que les loisirs, 36.
Le Front populaire, c'est pas que ça. C'est des conquis et c'est des luttes. C'est des luttes pour avoir des congés payés. Pendant 15 jours, le patronat, il se fait pas du fric, du profit sur ce que tu fais. Ben voilà, ça c'est nouveau. C'est quelque chose. Et puis il y a des conventions collectives, et puis je m'énerve, et puis il faut que j'arrête de m'énerver, mais quand même, quoi. C'est terrible. Voilà ce que je lui aurais dit, mais elle est partie. Donc je lui dis pas. Et puis là, il y a fait ce qu'elle peut qui dit « Oh non, vous allez pas encore vous disputer. » Enfin, c'est... Bon, je repasse la parole à camarade formidable. Alors lui va vous présenter le travail qui est fait par YWC, Youpi Cabinet. Et Youpi Cabinet, ils sont très proches de nous, quoi. Ils sont aussi dans la mouvance, hein, c'est sûr, puisqu'ils font de l'urbanisme transitoire. Et voilà, donc je passe la parole. Alors non, je suis pas camarade formidable, je suis un autre camarade formidable, parce que camarade formidable n'a pas pu venir. Mais il a écrit un petit texte, donc je vais vous lire le petit texte de camarade formidable. Tous les mêmes. Dans le cadre de la fabrication de la ville, dans des contextes de friche ou d'urbanisme transitoire, Youpi Cabinet peut engager un protocole partenarial qui permet que ces espaces disponibles deviennent pendant un temps donné une zone de tentative possible et d'invention facilitée à la rencontre de plusieurs ambitions. Production locale, accueil des plus fragiles, relations aux vivants, création artistique, réalisation collective, grâce à la bienveillance d'une gouvernance partagée. Nous œuvrons pour aider à opérer une bascule d'attitude, pour permettre à chacun, chacune, de devenir coproducteur-trice locale de services quotidiens. Il s'agit de créer des réciprocités naturelles entre toutes et tous. Eh ben, il y a aucun fond. Il y a aucun fond. Bon, il y a la forme, ça, il n'y a pas de problème. Et à ce moment-là, il y a de nouveau quelqu'un qui se met à crier. Bon, quand est-ce qu'on bosse? Oh, et là, je l'entends vraiment. Et je commence à comprendre. Qu'est-ce que c'est qui se passe là? Qu'est-ce qu'ils nous disent, tous ces gens-là? Ils nous disent, il faut pas qu'il y ait de conflit, surtout pas de conflit. Élimination du conflit. Il faut être gentil. Il faut être bienveillant. Il faut être très gentil. Mais je suis désolée, le conflit social, c'est pas gentil. Ils nous disent aussi, ce qui compte, c'est l'individu. L'expression des besoins. L'expression des besoins. L'individu, et puis aussi l'identité. Et même de plus en plus, j'entends l'identité. Qu'il faut pouvoir exprimer son identité, mais c'est l'identité en tant que telle. Elle existe comme ça, en dehors de la relation sociale. L'identité. Mon identité, sans la relation sociale. Et ça me pose question. Parce que pour moi, quelqu'un qui développerait une identité sans la relation sociale, c'est une maladie, en fait, c'est l'autisme, ou quelque chose d'approchant, ça me fait peur. Ça, je comprends. Et puis cette espèce d'obsession des outils aussi commence à me pas m'aller du tout. Parce que moi, pendant 30 ans de ma vie professionnelle, justement, je me suis battue contre les outils. Parce que les outils, ça coûte des ronds. Donc si je voulais faire passer les projets sur lesquels je bossais, il fallait que ça coûte que moi, c'est tout. Et pour aller avec les gens discuter. Donc les outils, j'en faisais pas, j'en utilisais pas, sauf si vraiment c'était nécessaire, comme un site internet pour informer de choses spécifiques. Mais sinon, bref, 30 ans de militantisme dans mon métier pour me retrouver dans une association militante où on me fout dans les pattes des outils, sans arrêt des outils. On se réunit en visio. On habite la même ville. On fait des réunions en visio et les gens, ils le font entre deux autres visios. C'est une réunion militante. T'as le boulot le matin, la visio militante. Ça me fait peur. Qu'est-ce qu'ils disent encore? Il faut relier. Là, il faut qu'il y ait des archipels. Voilà, des archipels, qu'il y ait des fédérations. Il faut faire du réseau, merci, du réseau, etc. Toutes ces choses comme ça, le marginal séquent, là, les patates, enfin en tout cas être au milieu des patates,
Et tout ça me fait quand même penser que ça ressemble beaucoup à d'autres choses que j'ai vues dans le monde du travail. Les fusions, les rachats, les fusions. Demain, vous entendrez une conférence gesticulée qui va vous parler de ça dans le monde du travail. C'est quelque chose, c'est un langage et c'est une façon de faire qui est thatchérien ou thatchérienne au possible, et c'est entré dans nos organisations. Et je comprends petit à petit. Et puis enfin, cette idée de l'innovation, tout le temps répétée. Donc, si tu innoves, il y a plus l'histoire d'avant. Et ça s'arrange pas. Un jour, je suis en train d'animer un atelier de désintoxication de la langue de bois. On aime bien faire ça chez Gesticulant. Ah, puis c'est fendant, hein. Ça dure 3 heures, je vous le conseille. Et le camarade formidable, il est venu. Et il est comme ça. Il est comme ça tout le temps. Il y a son genou qui arrête pas de bouger. Il est super nerveux. Au bout d'un moment, il se lève, il en peut plus. Puis il dit mais ça suffit, ces histoires de langue de bois là. Enfin, la langue de bois, ça dépend qui l'utilise. Ah ben non. La langue de bois, ça dépend pas du tout de qui l'utilise, parce que la langue de bois, ou le langage, ou tes outils, tous les outils ont un sens. Une posture, quand tu dis quelque chose, tu dis du sens. Ou alors c'est du blabla. Mais... Donc c'est l'horreur. Et ça va durer un moment. Ça va durer 3 ans. Et pendant 3 ans, il y a d'abord un moment où moi j'ai l'impression que je suis toute seule à comprendre ce qui se passe et que c'est pas bien, et je me sens même coupable parce que je me dis non, je déconne quoi, c'est pas possible, c'est pas vrai, ils sont là, ils sont charmants, ils croient bien faire, ils nous ont ramené des outils mais ils ont pas compris que c'est des outils néolibéraux, et puis bon, en y réfléchissant, si quand même c'est assez grave quoi. Et je sais pas pour vous, mais moi je lis mes mails le matin au petit-déj. Et tous les matins, ou en tout cas très souvent, quand je regarde les mails, il y en a, c'est des mails assassins de camarades formidables, au singulier ou au pluriel, vous voyez, comme vous voulez. Et je vous en ai apporté un pour que vous vous rendiez compte un peu de ce que ça donne, parce que je voulais vous le lire, mes lunettes. Voilà. Là, c'en est un que j'ai reçu il y a 2 ans. Alors, quoi? Ouais, mais c'était ça. Ça, voilà. On est étouffé, on sait plus comment réagir. C'est tout sur les comportements. C'est pas jamais vraiment sur le fond de ce qu'on fait, sur l'activité de l'association. C'est toutes ces choses-là. Du coup, on est complètement infantilisé, on n'arrive plus à faire de la politique, on est foutu, quoi. On n'y arrive plus. Et puis, un jour, au bout de 3 ans, tout à coup, je suis en train de chercher un truc, il faut que j'aille voir sur le site internet, plus de site internet. Donc je recherche, plus de site internet. Mais comme j'étais à la montagne, je me dis, c'est peut-être une histoire de machin et tout. Donc je demande à d'autres d'aller voir, il n'y a plus de site internet. J'essaye de joindre camarade formidable, puisque c'est lui qui gère le site internet. Et évidemment, j'arrive pas à le joindre. Et petit à petit, là, ça commence à devenir angoissant. Donc je trouve enfin un numéro de téléphone chez notre hébergeur. Et là, j'apprends que les factures, elles n'ont pas été payées depuis 3 ans. Donc le site, il a été écrasé. Ils l'ont enlevé et il a été écrasé. Toutes les archives écrasées. Tout écrasé. Toute la mémoire des luttes écrasée. Voilà. Donc ça, c'est terrifiant. Je ressors de là complètement coupable et anéanti, et en même temps très en colère. Bah oui, coupable. Parce que qu'est-ce qui m'a pris dans ma petite tête de militante là, de trésorière, d'accepter une espèce de deal à la con où un type va payer, soi-disant, puisqu'il ne le fait pas, en échange, comme un échange marchand, de sa cotisation. La cotisation, mais on le sait tous les militants, quoi. C'est le symbole notre engagement. Même si c'est pas beaucoup de sous, c'est un symbole. Donc je me sens coupable, je me sens pas bien.
je comprends ce truc-là, et puis bon, voilà, la cotisation, c'est pas négociable. Ensuite, on apprend très rapidement, ça va être beaucoup plus rapide là, que y a conflit d'intérêts, ils bossent pour les pouvoirs publics, alors que sur des mêmes domaines que ceux sur lesquels on combat. Et puis des informations qui commencent à arriver dans des bureaux d'études, qui sont des informations complètement internes à l'association. Et c'est jamais dans ce sens-là. Je vous ai dit au début qu'on avait des gens qui nous informaient, qu'on protégeait les sources, mais jamais dans l'autre sens, bon sang, etc. Je cherche, on n'a pas de règlement intérieur, il n'y en a jamais eu en 23 ans, il n'y a pas eu besoin en fait. Et donc on commence à écrire le règlement intérieur. Et puis on se répartit à plusieurs les tâches. Et moi je dis, je vais faire un préambule politique pour expliquer pourquoi une association, au bout de 23 ans, a le besoin de faire un règlement intérieur. Qu'est-ce qui est en train de se passer à notre époque pour que des associations aient besoin de se protéger comme ça? Et donc j'écris, pas le contexte interne, c'est pas intéressant, mais le macronisme, la participation des citoyens à la con, qu'on ne veut plus être dans ces machins. Enfin bon, j'explique, et que on a des, voilà, il va falloir protéger notre outil de lutte. Et là, les copains de l'association, ils me disent, ah non, tu peux pas faire un préambule politique, parce que c'est pas comme ça, un règlement intérieur c'est pas politique, et puis ça se fait pas dans les associations. Ah bon? Mais pourquoi? Alors je retourne voir la loi 1901 sur les associations, je regarde dedans, moi je vois rien là-dessus. En plus, il y a absolument rien sur la manière d'écrire les choses. Il y a des règles, il faut les suivre, mais tu as tout à fait droit. Qu'est-ce que c'est que la loi 1901? C'est merveilleux, c'est quelque chose qui fait qu'on est enfin protégé, et qu'on a cette possibilité d'avoir une expression critique collective, autogérée, je dirais, et on a le droit à l'intérieur de ce truc-là. On peut faire ce qu'on veut, on peut faire des bandes dessinées si on veut. Enfin bon, donc je leur dis ça, ils veulent pas, bon, on laisse tomber. On en arrive à la seule solution qu'on trouve, c'est-à-dire l'exclusion. Donc on réunit le CA et à l'unanimité, sans la personne concernée, et à l'unanimité, on décide de l'exclusion. Pour moi, c'est très dur. C'était un ami. J'ai perdu un ami. Je fais un truc que j'ai jamais fait. Ça m'est même pas arrivé dans ma vie militante quand j'étais jeune au Parti communiste. Même, j'ai pas vécu ce truc-là. Merde, quoi. C'est vraiment terrible. Et puis ça suffit pas en fait. Même si on commence à se remettre, tout ça est assez récent. Ça suffit pas parce que le verre est dans le fruit. Alors vous pouvez penser que ce que nous raconte la vieille là de 170 balais, bon, ça arrive dans toutes les associations, il y a des gens qui veulent prendre le pouvoir, c'est une question d'ego, tout ça. Non, c'est pas ça dont je vous parle. C'est pas ça dont je vous parle. Un matin, je lis mes mails et je reçois un mail d'un vieux militant, fondateur de l'association, qui me passe un mail qu'il a reçu de Belle Journée et qui dit je sais plus quoi faire. Lis-le. Donc je voulais apporter. Objet. Tes messages répétés sur les listes RISEUP et WhatsApp du collectif des collectifs. Vous savez, le collectif des collectifs dont je vous ai parlé tout à l'heure, issu de la lutte sur la rue d'Aubagne. Coucou. J'ai écrit coucou. En fait, ton message au collectif des collectifs a été vécu comme une agression. Tu sais bien que c'est pas la première fois que des gens s'irritent de tes invectives. Il faut que tu cesses d'écrire des mails virulents sur des messageries collectives. Je te fais ce courriel ne serait-ce que pour que tu puisses l'archiver et le ressortir de temps en temps. Et là, je vous l'ai fait plus gros, elle fait un smiley qui transpire. 80 ans, le monsieur en question. Parce qu'on vient me voir pour me dire que je suis membre du bureau de l'asso et que je dois veiller à éviter ce type d'invective de la part d'un de nos membres. Au vu de mes nouveaux engagements,
Je n'ai pas le temps de gérer ce type de situation. Si mon rôle consiste à gérer les réclamations des collectifs partenaires, Thatcher, ça va m'être difficile de tenir malgré l'attachement très fort que j'ai envers l'assaut et l'amitié et l'affection que j'ai pour toi. Donc oui, fais du aïkido à fond et un peu de yoga aussi. Tiens, au passage. Bise, belle journée. Et là, il y a ça. Le smiley qui se marre. Là, c'était fini pour moi. Je me suis dit, c'est foutu, quoi. S'il y a des gens comme ça, il faut que je réponde. Et je lui ai écrit. J'ai décidé de lui écrire et puis que je communiquerai la lettre à tout le monde et que tout le monde saurait ce que je pense sur ça parce que c'est pas possible. Alors j'ai écrit ça. Donc lettre à belle journée. Excusez-moi, il faut que je me mouche. Attention, ça va faire du bruit parce qu'il y a le machin. T'as été ? Des très belles journées. Formidable, ça va ? Ouais. Quoi, comme ça ? Hein ? Comme ça ? Là, c'est bon ? Ouais. Formidable disait, la langue de bois, ça dépend qui l'utilise. Moi, je peux t'affirmer qu'elle est bien une méthode de dominant pour écraser, mentir et manipuler ceux qu'on veut dominer. Tu ne t'en rends probablement pas compte, mais ton mail est irrecevable. Tu alternes des formules sur ton amitié et autres smileys et un propos méprisant, sec, à l'égard d'un militant fondateur de l'association qui porte la mémoire vivante des luttes pour le droit au logement depuis des décennies. Les messages de vieux militants, comme les miens, sont politiques, argumentés, dénoncent l'exploitation des dominés par les dominants, via notamment les dispositifs épuisants et bidons de concertation, les pseudo-partenariats de coproduction de la ville avec les pouvoirs publics et les bureaux d'études derrière lesquels se cachent à peine les puissants, les promoteurs, les spéculateurs. Vieux militants analysent, critiquent, cela de manière, il faut le dire, matérialiste, systémique. Ils dénoncent les bourgeois aux manettes, mais aussi le rôle joué par la petite bourgeoisie culturelle qui préfère garder le cul entre deux chaises, entre deux classes, plutôt que de choisir son camp. Tu ramènes des propos politiques à des agressions irritantes pour lesquelles on te ferait des réclamations que tu n'as pas le temps de gérer vu tes nouveaux engagements. Mais je m'en fous. Ton engagement ici, il est où ? Qu'est-ce qui fait sens pour toi là-dedans ? On peut dire que mon métier était proche du tien. C'est le système qui te fait tel que tu es devenu. Moi, j'ai 170 ans. Toi, tu es plus jeune. Tu es dedans. Je comprends. Mais tu confonds tous les mondes. Ta posture professionnelle, la lutte à nos côtés, le yoga, ta vision du militantisme qui nécessiterait une gouvernance partagée, voire un management participatif. Tout se vaut. Tout est lisse. C'est pas ta faute. Tout est fait pour que ça se mélange, pour nous rendre interchangeables, manipulables, pour écraser notre sens critique et notre conscience des rapports de domination qui sous-tendent la société. Tu penses que tu as fait le job en envoyant ce mail, que c'est pas l'affaire du siècle non plus, hein. Bah, tu te trompes. Pendant ce temps-là, les gens sont toujours à la rue. Pendant ce temps-là, les gens sont toujours mal logés. Et nous, on n'est plus que 3 pelés à l'assaut. Et le temps que nous avons passé à résoudre le cas formidable nous a épuisés. Pendant ce temps-là, la ville continue à se fabriquer pour le capital. Les dominants ont supprimé les lieux essentiels d'éducation populaire à Marseille, et dans la vie de tous les jours, le rouleau compresseur manipule de plus en plus, oppresse. Alors non, les mails politisés ne sont pas des invectives. Ils sont le reflet d'un combat et d'un conflit politique, hélas aussi interne, qui oppose des militants anticapitalistes à la culture néolibérale qui nous a envahis. Je reste persuadée qu'on a mieux et urgemment à faire et qu'on peut encore le faire ensemble. Non. Ouais. Oh putain, c'est beau.
Ben non, je ne l'ai pas envoyé. Je ne l'ai pas envoyé parce que c'est plus grave que ça. Et puis nous, on était déjà assez effondrés comme ça, j'allais pas faire rajouter une couche. Je ne l'ai pas envoyé. Mais j'ai choisi de faire cette conférence gesticulée, en revanche. Parce que quand même, comment c'est possible qu'on en arrive à utiliser les mots, enfin le langage, les méthodes et les manières d'agir des dominants. Donc on l'aura compris, je crois. En tout cas, moi j'ai compris, c'est le début de ce que j'ai compris, peut-être je comprendrai encore d'autres choses après. Mais pour l'instant, j'ai compris 2 choses. La première, c'est que les belles journées, là, les fait ce qu'elle peut, camarades formidables, ils sont nés dans le néolibéralisme. Ils sont nés dans cette période-là depuis les années 80. Et tout est fait pour qu'ils reproduisent le néolibéralisme. Tout, depuis l'école, tout est fait pour ça. C'est très difficile, on est sans arrêt en train de lutter contre. On est envahi par des mots qui ne sont pas les nôtres. On est envahi par des méthodes et des mots qui ne sont pas les nôtres. Donc c'est tout le temps, on est tout le temps. C'est pas pour les excuser. Et puis ceci dit, il y a des gens, le camarade formidable, là, carrément, c'est un ennemi de classe. C'est bon, hein, moi je veux plus le voir, je veux plus. Enfin, je le reverrai pas. Hein. Mais bon, je pense quand même que les autres, et toi, fait ce qu'elle peut. En particulier, il y a encore moyen de faire quelque chose. Seulement, dans nos organisations, on forme pas très bien. Et le rouleau compresseur, comme je l'ai dit dans la lettre, il est très puissant. Regardez ce qui s'est passé avec Trump et les 200 mots qu'il a supprimés. Vous êtes au courant de ça, hein, il y a 200 mots. Ça, depuis le 7 mars, le New York Times a publié la liste des 200 mots déconseillés par l'administration Trump pour l'ensemble des acteurs publics des États-Unis sans distinction. Ils n'ont plus le droit de dire, par exemple, antiraciste, barrière, black, féminin. Donc ça veut dire, si tu dis plus féminin, tu dis quoi? Oui, masculin. Exclusion, qualité environnementale, systémique. C'est vraiment terrible à regarder. Hein, alors tout ce qui est raciste, enfin racial, raciste, racisme, sexe, justice sociale, etc., etc., etc. Ces mots, ça y est, c'est 1984 d'Orwell. Ça y est, ils ont été supprimés. Donc oui, c'est très difficile de résister. Donc, si on est né dans le néolibéralisme et qu'on n'a que les outils du néolibéralisme, comment on fait, quoi? Je pense que la bataille culturelle, ils l'ont gagnée en face. Mais bon, on va remettre le paquet. Hein. Face à ça, donc on forme pas très bien. On forme de manière un peu superficielle, avec des symboles, avec des connotations que tu es censé avoir, et puis si tu les as pas, c'est pas grave, mais on forme pas sur le fond. On forme, en fait, on est pris tout de suite dans l'urgence des luttes, on t'emmène avec, et puis on te formera sur le tas, quoi. Et moi, je peux vous dire qu'il y a des alternatives, tu vois, dégage, parce que quand j'étais jeune, enfin encore assez jeune, que j'avais dans les années 70, quoi, eh bien, j'avais 14 ans, et moi j'ai fait une école élémentaire, ça s'appelait comme ça, au Parti communiste, ils faisaient des écoles élémentaires pour les jeunes, où on apprenait, on faisait ce qu'on appelle maintenant un arpentage, on prenait un bouquin, puis chacun en lisait une partie, on ne le déchirait pas quand même. Et moi par exemple, c'était Politzer, principe élémentaire de la philosophie. Je me souviens très bien d'avoir étudié ce machin, et voilà. Donc, puis après, on faisait une école fédérale qui était plus longue, et c'était que sur le fond politique, que sur le fond historique, voilà, l'analyse et tout. Et puis plus récemment, eh ben, j'ai fait ma conférence gesticulée numéro 1, puis là c'est la numéro 2, et avec l'ardeur la première fois, et puis avec l'ardeur et l'atelier populaire. Eh ben, pendant la formation, on a des cours. Et on a eu un premier cours sur les systèmes de domination, un cours sur le communisme, super. Qu'est-ce que c'est? Vous ne connaissez pas, on n'a jamais connu, hein, le communisme.
Et puis un cours dernièrement sur l'histoire de l'éducation populaire, et donc l'histoire des conférences gesticulées, parce qu'on s'inscrit dedans, depuis la Révolution française, vous voyez. Donc on sait faire, il y a des alternatives. Voilà. Ça va ? Ces gens qui sont nés dans le néolibéralisme, c'est la deuxième chose que j'ai comprise, c'est que on leur a écrasé, on leur a supprimé, on leur a volé, on nous a volé l'histoire d'avant le néolibéralisme. Avant les années 80, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. T'apprends pas ça. Petit à petit, tout ça disparaît. Et ils n'ont finalement que ce qu'ils ont appris, même à l'école. Hein. Il y a une conférence gesticulée sur l'histoire, l'enseignement de l'histoire, qui s'appelle Une autre histoire, et qui raconte comment, non, on n'apprend pas du tout l'histoire critique, et du coup, on n'apprend pas non plus l'histoire des luttes, pas du tout, évidemment. Et il y a beaucoup de conférences gesticulées qui dénoncent dans différents secteurs le néolibéralisme. Il y a celle sur l'arrivée de la démarche qualité dans les hôpitaux, qui s'appelle Tagala Soin, c'est terrible. Il y a celle sur l'arrivée de la démarche qualité dans le travail social qui s'appelle c'est assez clair. Voilà. Donc il y a toutes ces méthodes, toutes ces choses du néolibéralisme qu'on retrouve donc dans notre monde militant. Des gens ont déjà analysé ça. Moi, ce que je rajouterais, c'est c'est le site internet qui est écrasé, la mémoire qui est écrasée, et le fait que si t'as pas les outils d'analyse historique qui précèdent en fait, qu'est-ce que c'est que l'histoire des luttes avant le néolibéralisme, tu peux pas comprendre ce qui se passe, tu peux même pas le voir en fait. Tu peux pas voir ce qui se passe, tu peux pas voir la chose à l'œuvre puisque tu peux pas comparer avec ce qui s'est passé avant et avec comment ça s'est passé avant. Et puis aussi, tous les rapports de force, ils s'appuient sur les luttes qu'il y a eu avant. Et donc, c'est intéressant, c'est pour ça que les cours qu'on a eus là sont passionnants, de reprendre même depuis la Révolution française et de voir ce qui s'est passé au moment de la Commune. Il s'est passé des choses absolument extraordinaires, en très peu de temps évidemment, mais quand même au niveau de l'école, au niveau de l'éducation. Après, il y a les luttes prolétariennes de la fin du 19e, il y a tous ces conquis sociaux 36, et c'est pas que Léo Lagrange. Et puis il y a à la fin de la guerre, donc la possibilité, chaque fois que le rapport de force est assez costaud, il faut y aller, il faut qu'on y aille parce que ça dure pas très longtemps en général. À la fin de la guerre, le patronat, il a un peu collaboré quand même, donc il la ferme un peu. Et puis de l'autre côté, nous, on est super puissants. Il y a une CGT énorme, il y a le Parti communiste à 30%, puis comme disait quelqu'un que je connais, en plus ils ont encore les armes, donc ils se tiennent à carreau d'un côté. Hop, la sécurité sociale. On crée le régime général de la sécurité sociale, qui est une merveille. Et ça, mais on le sait pas. On l'a pas appris à l'école. Moi, je le savais pas avant de faire ma première conférence gesticulée. Je connaissais pas le régime général de sécurité sociale. J'avais pas compris que c'était nous, les travailleurs, qui gérions. C'est pas l'État, hein, c'est nous qui gérions avec la cotisation. Alors voilà la cotisation. La cotisation sociale, elle servait à payer des CHU, des hôpitaux, des emplois, etc. Et c'est nous qui gérons. C'est pas les autres, c'est nous qui gérions. Parce qu'évidemment, dès que ça a été possible, tac, 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 écrasé. Donc c'est très, 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 très important et nécessaire, indispensable, de connaître l'histoire des luttes qui ont précédé le néolibéralisme pour en comprendre le sens. J'ai un trou. Eh ben oui. C'est normal parce que je suis vieille. À 170 ans,
Alors j'ai 170 ans, mais je suis pas une vieille réac. Hein. Et c'est pas une histoire d'intergénération que on s'entendrait pas, nous les jeunes là, puis moi la vieille. D'ailleurs, qui aurait intérêt à penser ça? On peut toujours se demander hein, à qui ça sert ce truc-là, le crime. Non, 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 c'est pas ça du tout. Moi, ce que je peux vous dire, c'est, je sais la pertinence de ce qui a été effacé, écrasé. Je le sais. Dans ma vie, j'ai connu les luttes, ou si je les ai pas connues, d'autres. La passation, elle s'est faite. La transmission. Je suis quelqu'un qui a pu avoir de la transmission. Parmi vous, c'est pas une question de génération. Parmi vous, il y en a que je connais là, qui ont aussi eu cette transmission. Et d'autres, ils n'ont pas la transmission. Donc c'est à nous de le faire maintenant. S'ils n'ont pas la transmission, ils ont que les outils néolibéraux pour se démerder. Voilà. On nous a volé l'histoire des luttes. Heureusement, il y a des écrits théoriques, il y a des histoires qui sont racontées, il y a des sites internet, il y a Elucide, que moi je suis beaucoup, qui est un site vraiment super, et c'est visuel en plus, donc moi je retiens mieux. Voilà. J'ai une bibliographie que j'ai complètement oublié de mettre là-bas, mais je vais aller le faire. Il y a des choses là-dedans qui sont précieuses. Ça, c'est sur le plan, je dirais, théorique. Et puis, c'est les fameux savoirs froids dont on a parlé d'ailleurs pour le Scooby-Doo. Et puis, il y a l'éducation populaire, quoi. Je pense qu'il n'y a que ça le vrai. Et que c'est par l'éducation populaire qu'on va pouvoir retrouver tout ça, retrouver le sens. Et je crois qu'on a compris une chose dans mon asso, et puis je crois que là on l'a compris aussi, c'est qu'il faut arrêter la collaboration. On a bien compris ça. Et puis donc on a continué, ça va mieux. Hein. On a un autre site internet, on a récupéré quelques petits trucs, mais bon, j'arrive pas à en parler trop parce qu'il manque quand même beaucoup. Et puis moi, je me suis engagée beaucoup chez les gesticulants. J'anime des ateliers de désintoxication de la langue de bois, des ateliers, des stages anecdotes gesticulées. Je me suis investie beaucoup dans l'association nationale qui s'appelle conférencegesticulée.net, et avec d'autres, j'organise chaque année un rassemblement de gesticulants. Et au dernier rassemblement de gesticulants, il y avait des jeunes, des nouveaux qui arrivent, et puis on était en train de discuter du fait qu'on était quand même super fiers de la définition qu'il y a sur notre site internet de la conférence gesticulée, parce que ça dit bien que c'est anticapitaliste, antisexiste, antiraciste et colonialiste, quoi. On était contents. Puis c'est vrai que c'est écrit, bon, c'était un peu long à écrire, mais c'est écrit collectivement. Donc super. Et puis du coup, on parle de, je sais plus exactement quel sujet sur le capitalisme. Et puis moi, je dis un truc concernant Marx, je sais plus ce que c'est. Puis, et là, il y a une fille, elle me dit le titre de ma conférence gesticulée. Elle me dit parce que toi, Marx, t'y crois encore? Oh, c'est vieux. Et voilà, ça m'a vraiment convaincu que j'avais envie de faire cette conférence gesticulée, convaincu qu'il faut faire quelque chose, parce que si même là ça arrive, moi j'ai peur, donc prudence. Et je me suis dit merde, quoi, on a coupé avec la lutte des classes, qu'est-ce que c'est, comment? Alors plutôt que de vous le dire, pour terminer, je vais vous le chanter. Comment que ça pourrait être si dans nos organisations maintenant on devient un peu plus radicaux, là. Comment que ça va être? Il faut que je boive. Je pense que toutes les conférences gesticulées qui sont sur internet, il y a un moment où la personne dit il faut que je boive juste avant la fin. Je vais me mettre là. Alors, fais ce qu'elle peut, je te dédie cette chanson.
En regardant comme vous êtes, je construis, je bâtis dans ma tête un monde différent de ce qu'il est à présent. Un monde où le capital et le pognon ne boucheront plus l'horizon, où les gens opprimés se seront tous regroupés. La radicalité, faut que ça augmente, c'est pas figé. C'est fonction du rapport de force. En face, le rouleau est féroce. Mon apport politique a une place dans nos collectifs. Je veux témoigner de l'histoire par mon histoire et mes savoirs. Je peux vous assurer que l'ennemi commun s'est renforcé. Il nous faut récupérer toutes nos pensées manipulées. Rencontrons les chercheurs, lisons, discutons à toute heure. Maîtrisons nos réflexions, nos positions et notre action en regardant comme vous êtes. Je construis, je bâtis dans ma tête un monde différent de ce qu'il est à présent. Un monde où le capital et le pognon ne boucheront plus l'horizon, où les gens opprimés se seront tous regroupés. Reprenons donc l'affaire avant votre arrivée sur Terre. Avançons sur les traces de l'histoire de la lutte des classes. Repartons rassemblés, l'esprit critique bien aiguisé, avec les dominés, cette fois clairement de leur côté. Je suis pour le communisme, défini par Bernard Friot. Osons donc cette piste, posons l'ouvrage sur le bio. Les exploités vénères, riches d'éducation populaire, prendront enfin le pouvoir et continueront notre histoire en regardant comme vous êtes. Je construis, je bâtis dans ma tête un monde différent de ce qu'il est à présent. Un monde où le capital et le pognon ne boucheront plus l'horizon, où les gens opprimés se seront tous regroupés. Merci. Merci beaucoup. Bien. Merci. Merci beaucoup. Ouais, vous avez été super. Ça de rien. Non, 10h30. Dodo. Merci beaucoup.